Il est 19h sur la frontière indo-pakistanaise. On est sur la frontière entre l'Inde et le Pakistan, au seul point de passage entre les deux pays. Et c'est une frontière qui fait presque 2000 km. Comme chaque soir en public, on s'apprête à descendre les drapeaux nationaux. Ça fait un peu match de foot avec ses supporters, mais en fait, c'est un autre jeu complètement ici. C'est plutôt combat de coqs, si vous voyez ce que je veux dire. D'un côté, les gardes frontières pakistanais, en face d'eux, les militaires indiens. Comme depuis 40 ans, l'enjeu est le même, montrer que l'autre ne fait même pas peur. Aujourd'hui, la guerre entre les deux pays, entre les deux frères ennemis, c'est un peu du passé. Mais le monde entier est assez inquiet de ce qui se passe au Pakistan aujourd'hui. Donc on va aller voir un peu, et je vous assure, c'est pas du tout ce que vous imaginiez. Diego. 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 Bienvenue dans le pays qui inquiète tout le monde. Le seul pays créé de toutes pièces pour accueillir des fidèles de l'islam. C'était à la fin de l'Empire des Indes en 1947. Après le départ précipité des Anglais, pour éviter la guerre civile entre hindous et musulmans, l'ONU invente le Pakistan. Alors, inutile de vous dire qu'ici, on ne badine pas avec les préceptes de Mahomet. Enfin, on va voir que parfois, on s'arrange un peu quand même. Bon alors, s'il y a bien un mot que personne, ou presque personne ne connaissait avant le 11 septembre et que tout le monde connaît maintenant, c'est le mot madrasa. Il y a à peu près 12 000 de ces écoles coraniques au Pakistan. D'ailleurs, on va arriver devant l'une des plus connues, un peu la madrasa des superstars. Où il y avait Osama Ben Laden et le Mollah Omar. Bref, aujourd'hui on va aller voir ce que c'est un peu une madrasa dans le monde post-11 septembre. La madrasa Binoria, c'est un peu le Sciences Po musulman. On vient du monde entier pour y apprendre le Coran par cœur. Je pense que tout le monde se pose cette question quand il voit une madrasa. Pourquoi est-ce qu'ils font ce mouvement comme ça? Ça les aide à apprendre ou quoi? Au Pakistan, ils font comme ça, mais pas dans d'autres pays. Le mouvement, c'est surtout pour ne pas s'endormir. Pour les empêcher de s'endormir? Oui, c'est pour ça. C'est une super explication. Oui, Et donc ils bougent comme ça pour pour ne ne pas s'endormir. Mais nous, les Arabes, on ne trouve pas ça très bien. Ah, les Arabes n'aiment pas? Non, c'est un manque de respect devant le Coran. Ils sont plus de 5000 à étudier ici. Ils ont entre 5 et 18 ans, et en général, ceux qui se cachent derrière le livre saint sont américains. En fait, le problème, c'est qu'il y a des étudiants qui sont américains ici,
Et bon, on peut comprendre qu'ils n'aient pas forcément envie d'avoir leur tête à la télé, quoi. Quand ils retournent en Amérique, on les questionne à la douane pendant 7-8 heures. On les fouille. On leur demande pourquoi ils sont venus au Pakistan, pourquoi ils étudient dans une madrasa. Mon jeune guide, lui, vient d'Arabie Saoudite. Il a fait ses études au lycée américain de Riyad. Et en matière d'islam, il ne doute de rien. Donc combien il y a de chapitres dans le Coran? Je ne sais pas, je dirais environ 30 chapitres. 30 chapitres? Oui. Et en 1 an et demi, ils mémorisent tous les chapitres. Ils les apprennent même presque tous en 6 mois. Et s'ils ne parlent pas l'arabe, comment ils font pour apprendre quelque chose dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas? Est-ce qu'ils le traduisent? Non, c'est un miracle. Le livre du Coran est un miracle. Qu'une personne de 6 ou 7 ans puisse mémoriser 30 chapitres, un livre entier, Ouais, c'est vraiment incroyable. c'est un miracle. Le Coran en lui-même est un miracle. La madrasa est entièrement placée sous la surveillance de caméras. À la moindre faute, au moindre manquement, c'est direction le bureau du Moufti. Moufti Naïm est à la fois le garde-chiourme et le chef spirituel de l'école coranique. हेलो हेलो रब्बानी साहब मैं 1 मिनट अभी करता हूँ आपको जी नुरमान साहब तो फिर मैंने किया मेहरबानी करके आप ये काम करवा लें मुफ्ती multimédia. ठीक है हाँ हाँ मैं अभी गुलाम रसूल को कह देता हूँ गुलाम रसूल को मिलाओ Pourquoi toutes ces caméras de surveillance? Comme je suis le chef de cette institution, je ne peux pas être à plusieurs endroits à la fois. Alors je profite des inventions et de la technologie de l'Occident. हेलो हाँ हाँ गुलाम रसूल को मिलाओ ये देखिए पूरा Regardez, d'ici nous pouvons tout voir, toute notre école. Là c'est la grande mosquée, ici c'est le restaurant de la madrasa, et là ce sont les caméras qui donnent sur les rues. इस दौर के अंदर Après le 11 septembre, la propagande du monde entier a dit que nos écoles étaient des usines à terroristes, où les kamikazes sortaient à la chaîne. Mais regardez de vos yeux. तो आप अपनी आंखों से Regardez. देखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हेलो गुलाम रसूल को मिलाओ हर जगह Vous en avez vu, vous, des kalachnikovs ou des kamikazes qui s'entraînaient ici? Tout ça, c'est de la propagande. फोल्डर सिखाए जाते हैं Alors vous pouvez demander vous-même aux garçons, où sont-elles ces armes? कौन सी अलमारी Dans quelle armoire sont-elles cachées? Bon, j'ai pas vu de Kalachnikov, mais j'ai jamais vu autant d'écrans et de téléphones. Désolé, je suis très occupé. Dans la cour de l'école, la Web Madrasa. Elle est faite pour tous ceux qui n'ont pas la chance de venir étudier ici, mais qui se posent eux aussi les 1001 questions qui font le bon musulman. Donc, en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a des gens du monde entier qui écrivent, qui posent des questions en fait religieuses et même amoureuses apparemment. On va voir ça. Donc, 60% de tout ça, c'est des questions sur le sexe, quoi. Donc c'est intéressant. The most important C'est une question capitale, non? Ok. Donc là, par exemple, ils ont reçu une demande de courrier électronique et la personne demande bonjour. Est-ce que vous pourriez me donner les dates exactes, les jours exacts et les heures exactes auxquelles il faut faire l'amour et donc il précise une relation sexuelle avec ma femme. Mais alors, donc on va demander. Donc c'est quoi votre réponse? La question exacte, c'est peut-on faire l'amour pendant la période des règles, selon la charia? Et si la semaine suivant les règles est plus opportune pour avoir un enfant? Nous recevons beaucoup de questions concernant les relations illicites entre hommes et femmes, soit avant le mariage, soit après. Généralement, nous n'avons pas de difficulté à répondre à toutes ces questions. Là, il y en a une autre intéressante. La masturbation est-elle autorisée par l'islam?
La réponse va prendre du temps, je crois. À quelques minutes de la mosquée du quartier, un atelier de couture. Une cinquantaine de musulmanes croyantes et pratiquantes font tourner les machines des frères Kadir. Et à première vue, ça m'a pas l'air très halal tout ça. J'ai bien envie d'aller dénoncer les frangins au Moufti. Ici, on fabrique du sadomaso pour tous les sex shops d'Europe et d'Amérique. Un business qui rapporte plus d'1 million de dollars par an. Et ça, c'est le masque. Et vous pouvez voir tous nos modèles ici. C'est dingue. Eh mais franchement, non, dites-moi la vérité, c'est quand même une révolution culturelle pour vous de pouvoir faire ça au Pakistan. Nous venons de commencer, nous sommes les premiers au Pakistan à faire ça. On ne les vend pas ici, hein, bien sûr, mais on les produit. Bon, vous me montrez le reste? La camisole, Ça s'appelle une camisole. Vous savez ce que c'est? vous voulez l'essayer? Ouais, je veux bien, ouais. Bon, ça, j'ai jamais fait un reportage avant. Et nous avons des sacs Mazo aussi. Des sacs Mazo? Oui, on met des gens dans des sacs. On en a ici, non? Comment vous faites pour trouver vos références, vos modèles? Comment vous savez quelles sont les nouvelles tendances? Non, parce que c'est pas évident, franchement. Mon frère a fait tous les clubs SM en Angleterre. Il a tout vu. Il a pris contact avec des dominatrices. La première fois que vous êtes allé dans un club SM, ça a dû faire bizarre, non? Eh bien, ça m'a fait peur. Je n'avais pas l'habitude. Dans ma partie du monde, on ne voit pas des choses comme ça. Mais il y a beaucoup de maîtresses et de gens qui pratiquent ça en Europe, et notamment en Grande-Bretagne. Les dominatrices professionnelles sont nos clientes. Elles nous achètent des choses et nous envoient maintenant aussi de nouveaux clients. Ça, c'est les gants. Et ça, ce sont les masques exceptionnels. Celui-là, nous le faisons en exclusivité. C'est une capuche de chien, Une capuche de chien? avec un bâillon. Et alors, on met ça sur le chien? Ah non, non! C'est un jeu de rôle. Un jeu de rôle. Ah, donc c'est pas pour les chiens, c'est pour des gens. Ça n'a pas été difficile de trouver des femmes au Pakistan qui acceptent de travailler sur ces Non, produits? pas du tout. Non, pas du tout. Mais elles sont pas choquées de travailler sur des masques, par exemple? Non, je ne pense pas qu'elles savent que ce sont des accessoires qui servent dans des relations sexuelles. Non, elles viennent tout simplement travailler. Mais elles sont quand même intéressées parce qu'elles... Du moment qu'elles ne s'en servent pas elles-mêmes, il n'y a pas de problème. Du moment qu'elles s'en servent pas, c'est ça? C'est ça. Vous êtes musulman? Oui. Et c'est pas contre vos principes de faire ça? Non, ce n'est pas contre nos principes. Nous avons pris les modèles à l'étranger et nous les reproduisons. Mais ici au Pakistan, la religion est très présente. Oui, mais aucune religion au monde n'empêche quelqu'un de produire quelque chose. C'est juste du business. À Karachi, il y a la plage. Des kilomètres de plage. Bon, c'est pas tout à fait Deauville, même si on y vient en famille. Mais le soir, ça peut quand même prendre des allures de Saint-Trope. Pour qui sait trouver les bons plans. Bon, c'est samedi soir, on est à Karachi, au bord de la mer, il fait à peu près 35 degrés, donc on peut pas rêver mieux, quoi. Mais en fait, quand on a 20 ans et qu'on vit au Pakistan, pour faire la fête, il faut un peu venir en dehors de la ville. Parce que dans la ville, on peut pas vraiment boire de l'alcool, on peut pas vraiment danser avec les filles, donc il faut louer des maisons et venir ici.
Après le sadomaso, le whisky à gogo. Décidément, on est bien loin des clichés. Encore. Mais je pensais que l'alcool, c'était interdit au Pakistan. Oui, malheureusement, c'est interdit au niveau de l'État. Le problème au Pakistan, c'est l'hypocrisie. Chez toi, tu peux faire ce que tu veux. Mais dès que tu sors, tu ne peux pas être toi-même. C'est comme ça qu'est né ce syndrome. Si tu veux, c'est à qui sera le plus pieux ici. C'est ça le problème. Mais comme je te dis, le Pakistan, c'est fou. C'est fou d'être comme ça, en train de danser. Ouais, alors? Oui, mais avec des filles sans burqa ni rien du tout. C'est vrai, mais c'est une fausse idée que se font les gens. On n'est pas tous des talibans et on ne porte pas tous le voile ici. On n'est pas comme ça. J'aurais jamais pensé qu'en venant au Pakistan, j'aurais trouvé des jeunes en train de faire la fête. Tu vois, c'est un choc culturel pour toi. Au fait, mon nouveau copain s'appelle Ali. Et dans cette soirée, il me fait de l'ombre. Eh mais c'est quoi ton secret? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je travaille pour la télévision. Ah, comme moi alors? Oui, comme toi, exactement comme toi. Et je pourrais assister à une de tes émissions? C'est pas la peine de demander, mon chou. Tu es au Pakistan. Viens quand tu veux. Alors le lendemain, j'y étais. Et surprise, Ali aussi, mais beaucoup mieux rasé. Bienvenue au Begum Ali Show. Ici, contrairement aux apparences, on n'est pas chez Omar et Fred, mais plutôt à Dimanche Plus. Les invités sont sérieux et les questions encore plus sérieuses. C'est l'émission vedette de la télé pakistanaise. 30 millions de téléspectateurs, ça fait rêver, non? Bonsoir, notre première invitée est une femme exceptionnelle. Bonsoir madame, je voudrais que vous nous disiez la différence entre le Parlement d'aujourd'hui et celui d'il y a 20 ans. Qu'est-ce qui a véritablement changé dans nos institutions? God, this is absolutely amazing, madame. Il faut que je fasse le baisement. Je vous présente Diego. C'est vraiment incroyable qu'à la télévision pakistanaise, il y ait un homme habillé en femme qui fasse des interviews. Tout à fait. En fait, je pense que nous sommes une société très compréhensive et que les gens dans le monde entier ont tendance à se faire du Pakistan une image très stéréotypée. Mais quand on pense au Pakistan, on pense aux mollahs, aux talibans, à ce genre de choses. On pense pas à une femme, un homme habillé en femme qui présente une émission de télé. Sur la télé nationale en plus. Et c'est une émission très populaire. En ce moment, l'interview qui fait rêver Ali, c'est... Carla Bruni. Yeah, Carla Bruni. Star du cinéma, de la finance ou du monde politique, tout le monde se précipite ici. Ali les a tous reçus. Tu as jamais eu peur, avant de faire ton émission, que les mollahs te fassent quelque chose? Tu sais, Diego, quand j'ai commencé mon émission... J'adore ton nom. Donc quand j'ai commencé mon émission, beaucoup de gens m'ont appelé. Des vieux amis qui m'appelaient encore par mon ancien nom, Ali. Ton vrai nom. Et donc ils me disaient, mais Ali, tu es devenu fou. Tu as oublié que tu habites un pays qui s'appelle le Pakistan. Ces gens vont pas te laisser vivre. Tu pourras plus sortir de chez toi. Les gens vont se moquer de toi. Et c'est sûr que les gens me remarquaient. Tu défends quoi au juste? Le droit des femmes, des gays, des hommes? Tu sais, en fait, je pense que tous ces jolis mots que tu emploies comme homosexuel, gay, hétéro, ne sont pas applicables dans mon pays, dans ma société.
Parce que les problèmes ici sont bien plus profonds. Personne ne s'inquiète d'être gay au Pakistan. Personne ne s'inquiète d'être lesbienne au Pakistan. Le problème au Pakistan, c'est que chaque année, des milliers et des milliers de personnes meurent dans des attentats terroristes, dans des attaques suicides. Donc, si tu veux, Diego, les problématiques sont bien plus vastes. Et on ne peut pas se payer le luxe de nous intéresser à des problèmes si mineurs. C'était un plaisir, vraiment, merci. Merci infiniment. Et bonne chance. On prend un verre? Bon, là, il faut couper, on va aller dîner ensemble. Hein. Dans la province du Sindh, une petite poignée d'hommes politiques et de militaires pakistanais maintiennent en esclavage plus d'1,5 million de paysans. Alors, quand on a la malchance de naître ici, depuis quelques années, on a l'espoir de croiser cette petite ambulance. À bord, un ancien flic et un médecin. Deux braves, deux courageux qui ont décidé de s'attaquer seuls à quelques-uns des hommes les plus puissants du pays. Et plutôt qu'un long discours, ils m'improvisent une petite démonstration sur le bord de la route. Il travaille depuis 12 ans. 12 ans. Oui. Et il a perçu un salaire au cours de ces 12 années? Non, aucun salaire. Donc ici, vous voyez leur exploitation. Cet enfant, cet homme, sa femme et sa famille, ils travaillent tous, toute la journée, de l'aube au coucher du soleil. Comme vous voyez, leur nourriture a une faible valeur nutritive. Oui, une faible valeur, ouais. Et quel âge a cet enfant, par exemple? 10 ans, je pense. Il a 10 ans? Oui, il en paraît 5 ou 6. Oui, c'est vrai, 5 ou 6. Vous voyez comme on enferme le bétail dans des enclos? Eh bien, nous, on est dans la même situation. Bien sûr que nous aimerions partir ailleurs. Mais les propriétaires nous disent « Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit de partir. » Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut aller? Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'éducation. On est vraiment à leur merci. Nous ne comptons que sur Dieu et sur votre organisation. Alors, pour rendre leur liberté et leur dignité à ces femmes et à ces hommes, nos deux héros les rachètent à leurs propriétaires. Puis, ils les installent dans des villages construits pour eux avec l'argent d'une ONG allemande. Il en existe 4 aujourd'hui dans la province. Celui où l'on m'emmène est le dernier ouvert. Voici Monsieur Manti, c'est le chef du village. Combien y a-t-il de familles dans ce village? En ce moment, il y a 130 familles, en comptant les 13 familles qui viennent d'être libérées. On m'invite dans l'une des maisons. Les femmes veulent me raconter ce qu'elles ont vécu sous le joug des propriétaires. Bonjour. C'est magnifique ces bracelets. C'est traditionnel. Ça a un sens particulier? Des bracelets sous le coude, ce sont les femmes qui ne sont pas mariées. Elles ne peuvent en porter qu'en dessous. Ah, en dessous, d'accord. C'est ça. Quand elles ont des bracelets sur tout le bras, c'est qu'elles sont mariées. Tout ce qui leur importait, c'est qu'on termine le travail. Même si quelqu'un était malade à en crever, nous devions terminer le travail avant de pouvoir recevoir un traitement. Même si quelqu'un mourait dans la famille, ils nous obligeaient à terminer avant de l'enterrer. Lors d'un mariage, les propriétaires avaient un droit de cuissage sur les filles pauvres comme nous. Ils la prenaient pour passer la nuit chez eux. C'était terrible.
Si l'ancien propriétaire venait ici, en face de moi, je le frapperais. Très fort. De la même façon qu'il nous battait, nous et nos enfants. On lui rendrait la monnaie de sa pièce à celui-là. Ouais, ça se voit que c'est une femme forte, hein. Une vraie battante. Si elle voit un propriétaire, elle le démolit. C'est mon élève. Bon, on est ici à Lahore. C'est un peu les 1001 nuits du Pakistan, quoi. Celui qui n'a pas visité Lahore, il n'a rien vu. C'est une ville qui dort jamais. Et donc, ici, au milieu de ce délire, on peut tout faire. Mais ce soir, on va aller rencontrer des hijras. Alors, c'est ni des hommes, ni des femmes, c'est des hijras. Être hijra au Pakistan, c'est un peu comme se promener tout habillé dans un camp de nudistes. Une véritable provocation. Tout le monde vous regarde et tout le monde vous déteste. On trouve de tout chez ces garçons devenus filles. Des hermaphrodites, des androgynes, des castrés, mais aussi des enfants vendus par leur famille. Toutes ont appris à apprivoiser leur féminité avec l'aide d'une aînée, chez qui elles vivent en famille toute leur vie. Ma copine va détester ça. Avant, le gouvernement les employait pour aller collecter les impôts dans les villages. Aujourd'hui, elles dansent dans les mariages ou bénissent les enfants. Et on leur donne de l'argent plus pour les faire partir que par compassion. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles traversent les rues et elles demandent aux uns et aux autres si quelqu'un veut bien les payer pour danser, en fait. Et donc voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Sortez, sortez! Où êtes-vous? Sortez! Au Pakistan, les femmes sont plutôt couvertes alors que vous, vous êtes très maquillées et assez peu habillées en fait. Si nous nous habillons pas comme ça, eh bien les gens nous donnent pas d'argent. Regardez, tous les jours on est obligé de porter des manches courtes et des décolletés. C'est comme ça tous les soirs. Vous savez, c'est dur pour nous. Si quelqu'un ose venir ici dans mon quartier, je lui donne une bonne correction. Ici, on ne laisse entrer personne. Personne ne rentre dans notre quartier. Personne n'a le droit de venir mendier ici. Nous avons grandi ici. Comment pourrions-nous laisser les autres venir ici? Vous vous battez? Mais bien sûr qu'on se bat. Bien sûr qu'on se bat. Que Dieu assis sur son trône te donne encore des fils, pour qu'on puisse revenir toutes. Allons-y les filles. Quand un fils naît dans la famille, nous célébrons beaucoup. Et donc vous invitez les hijras pour porter chance? Oui, et nous leur donnons l'aumône aussi, pour la santé du bébé et sa longue vie. Les prières des hijras sont acceptées plus vite, plus rapidement.
Le lendemain matin, j'ai rendez-vous avec Madame Mishba. Elle tient la plus grande chaîne de salons de beauté du Pakistan. À l'intérieur, on pourrait se croire à Londres, à Paris ou à New York. Les clientes, les modèles, les produits, tout est conforme aux standards des plus grands instituts. Tout, sauf les coiffeuses et les maquilleuses. Elles ont toutes été défigurées à l'acide par un mari, un père ou un frère. Et où sommes-nous ici? C'est un salon de coiffure. C'est là que travaillent mes filles. Elles sont victimes de brûlures à l'acide ou au kérosène. Maintenant, elles travaillent ici. Donc ces filles, vous les sauvez et elles travaillent ensuite pour vous? Exactement. C'est ce qu'elles veulent faire. Celle-ci voulait devenir esthéticienne ou coiffeuse. Sarah est une très bonne coiffeuse. Elle a beaucoup de succès auprès des clientes. Sarah a déjà subi 18 opérations. Je me souviens, c'était un mercredi en 2003. Mon fiancé est venu dans l'après-midi quand j'étais seule à la maison. Puis il m'a demandé de sortir avec lui. Je lui ai dit que c'était impossible que j'aille avec lui sans la permission de mes parents. J'ai refusé plusieurs fois. Il m'a demandé que j'aille lui chercher un verre d'eau et quand je suis revenue au salon pour lui donner, il m'a jeté de l'acide sur mon visage. J'ai crié très fort, je hurlais. Mes voisins m'ont amenée tout de suite à l'hôpital aux urgences. En fait, j'ai passé 2 ans là-bas pour me soigner. Ensuite, j'ai rencontré ma Sarah. Et j'ai été traitée pendant 3 ans avec l'aide de Smile Again. Ma Sarah, c'est comme ma grande sœur maintenant. Elle m'a envoyée en Italie suivre une formation d'esthéticienne. J'ai fait un stage de 3 mois où j'ai eu aussi une formation de coiffeuse et de masseuse. Comment vous avez eu l'idée de faire tout ça? Comment ça a commencé? Ça s'est fait tout seul. Le jour où une fille est entrée. Entrée où? Dans mon salon, elle portait un voile. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de mon aide. Je lui ai dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Elle s'est alors dévoilée. J'étais en face d'elle. Soudain, je n'avais plus de sang dans les jambes et j'ai dû m'asseoir. Cette fille n'avait plus de visage. Une jeune fille sans visage. Il n'y avait plus rien. J'ai dit « Ok, je vais vous aider ». Ensuite, j'ai mis une petite annonce dans le journal. On pouvait lire « Si vous êtes victime d'une attaque à l'acide, venez dans mes salons ». Soudain, des femmes sont venues de tout le pays. Je me suis demandé comment je pourrais les aider. Et j'ai pris contact avec une organisation italienne qui travaillait au Bangladesh. Vous avez uni vos actions? C'est ça. Et maintenant, on ne se contente plus d'intervenir qu'au Pakistan. Depuis l'annonce, 232 femmes se sont présentées. À Depilex, on ne nous a jamais fait sentir que nous n'étions pas belles. Nous ne nous sommes jamais senties différentes des autres. Je suis tout à fait normale et je suis belle aussi. Grâce à ma Sarah, nous sommes aujourd'hui normales. Elle nous a rendu notre dignité et nous pouvons vivre comme tout le monde. C'est une bonne réponse. Elles sont très fortes. Très forte? Bien sûr, extrêmement confiantes. Et comme elle l'a dit, elle peut affronter la société comme nous tous. Parce qu'elles ont les moyens de le faire aujourd'hui? Oui, c'est une vraie professionnelle. Elle a du courage. Et elle sait que Madame Misbah est toujours là. Du courage, il va en falloir à Kawal. À 22 ans, elle venait tout juste d'être embauchée comme hôtesse de l'air.
Son mari n'a pas supporté. Comment ça va? Madame Misbah a tenu à ce que je lui rende visite à l'hôpital. Elle ne veut pas que ses enfants la voient. Comme ça? Dans cet état, elle commence tout juste à aller mieux. Quand elle a été brûlée, elle a refusé que ses enfants l'approchent. Nous non plus, nous ne laissons pas ses enfants la voir comme ça. Parce que c'est très compliqué pour un enfant. Difficile pour les enfants. Ses enfants pourraient la reconnaître? Non. Elle m'a demandé de l'envoyer à l'étranger, de l'envoyer quelque part où on pourrait lui redonner un visage. Et son mari a-t-il été arrêté? Non. Comme c'est une querelle de famille, c'est compliqué. Le plus souvent, le mari demande simplement pardon. C'est dire qu'il faut plus que des muscles à ces filles pour enchaîner les longueurs de bassin. Je vous présente la première équipe féminine de natation pakistanaise, celle qui a représenté le pays aux Jeux de Pékin. Elles n'ont le droit de nager que 2 heures par jour quand les hommes de l'équipe masculine veulent bien leur laisser la piscine. Leur entraîneuse, celle qui les pousse à la résistance, vient de Tobago Trinité et porte un nom prédestiné, Massoud. Rapprochez-vous, les filles. Je vous ai demandé de venir, non? Bien. Voici Sana Wahad. Sana a marqué l'histoire du Pakistan. Elle a été la première femme à nager dans une piscine ouverte en Angleterre. Et par piscine ouverte, je veux dire une piscine mixte. Et elle a pu le faire. Hommes et femmes? Oui, c'est exact. Et elle a pu le faire parce qu'elle portait un maillot de bain long. Et c'est grâce à Ian Thorpe, le nageur australien. C'était le premier à porter ces longues combinaisons couvrantes pour aller plus vite. Et ces mêmes combinaisons répondent aussi aux exigences de la culture islamique. Allez les filles, on se change et on y va. Vous avez tous vos maillots de bain longs? Allez, dépêchez-vous. C'est un défi incroyable. Des femmes qui font de la natation au Pakistan, c'est 3 mots qui n'ont rien à faire ensemble. C'est vrai. Mais nous avons un potentiel formidable. Ces jeunes filles nagent très peu, entre 2000 et 3000 mètres par jour. Si on leur offrait un véritable entraînement professionnel, elles pourraient atteindre sans problème un haut niveau de compétition. Mais pour ça, il faudrait des piscines, et on n'a pas de piscine. Évidemment, le sport dans un pays comme le Pakistan arrive très loin dans la liste des priorités. C'est sûr. Tout à fait, pardon. Brasse maintenant! Aujourd'hui au Pakistan, nous avons des compétitions réservées exclusivement aux femmes. Il n'y a aucun garçon, même âgé de moins de 2 ans. Aucun homme n'est autorisé à y aller? Non, aucun. Et vous pensez que ça arrivera un jour? Oui, mais pour vraiment libérer les femmes ici, on doit d'abord libérer les hommes et les aider à réaliser que nous sommes égaux. Papillon maintenant! Pourquoi est-ce que c'est si important pour une fille au Pakistan de faire de la natation? Ça leur apporte tout. L'estime de soi, la possibilité de se confronter avec d'autres femmes venues du monde entier. Alors pourquoi pas? Allez, c'est reparti! Bonjour les filles. Juste une petite question. Vous pouvez me montrer un peu mieux vos combinaisons? Donc c'est ça vos fameuses tenues? Ce sont les combinaisons que mettent les grands nageurs, comme Ian Thorpe. C'est bien de les porter. Elles couvrent tout le corps. C'est pour ça qu'on les met. Comme ça, on n'a pas de problème. On suit à la fois les règles de notre société et de la natation. Vous avez l'impression que les lois islamiques vous limitent ou c'est pas vraiment un problème?
kept you down, or do you feel that's something that now you can deal with it? Nous savons qu'il y a des lois, que nous devons suivre les règles et les obligations de l'islam, que nous devons couvrir nos corps et tout ça. Mais ça ne change rien. Nous les suivons et tout va bien. On n'a pas de restrictions. Et pour vos filles, vous pensez que les choses seront différentes, plus faciles pour elles? Ce sera quoi votre héritage de nageuse pakistanaise? Eh bien, quand on a commencé à nager, enfin plutôt quand les premières ont commencé, c'était difficile. Maintenant, on a plus d'opportunités. Et nos enfants en auront encore sans doute encore plus. Mais pour ça, nous devons d'abord monter sur le podium. C'est l'élu. J'ai l'impression que l'avion va se cogner contre l'une de ces montagnes en fait. Le Pakistan, c'est le pays qui a 4 des 5 plus hauts sommets au monde. Et donc là on se dirige vers le Nanga Parbat qui est à peu près à 8000 mètres. Bon, moi j'ai fait du ski dans les Alpes, mais ici on est... Plus qu'une minute, hein. On va atterrir là. On vient d'atterrir à Skardu, on est à 2500 mètres d'altitude. Alors bon, il fait beau, il y a un peu moins d'oxygène ici. Mais alors ce que j'adore, c'est le panneau de bienvenue pour les touristes. Avant l'explosion des Twin Towers, avant les attentats de Londres, bref, avant qu'Al-Qaïda ne fasse trembler le monde, la région était un paradis pour les voyageurs long cours. Et pas étonnant qu'ils n'arrivent pas à retrouver Ben Laden. Ce mec il va à une vitesse. Ah. Je dois être dans l'un des plus beaux endroits au monde, quoi. C'est absolument superbe. Il n'y a personne ici. Et il n'y a personne ici pour une très bonne raison. C'est que cet endroit, qui était l'un des hauts lieux du tourisme dans les années 80 au Pakistan, est aujourd'hui pris en otage par toutes sortes de problèmes. Au fond de cette vallée, il y a des talibans. De ce côté-là, c'est là où il y a le Cachemire avec l'Inde. Et ici, c'est la frontière avec l'Afghanistan. Alors le problème, c'est que ces gens ici ont été pris en otage par des conflits politiques et ils ne savent pas comment s'en sortir, quoi. L'industrie du tourisme s'est effondrée et c'est vraiment dommage. Exemple, l'hôtel Shangri-La, un 5 étoiles niché au bord d'un lac qui faisait vivre toute une vallée. Aujourd'hui, plus personne. Au grand désespoir de son directeur qui a dû licencier les 3/4 du personnel. Yeah, it's gorgeous. And so, who are some of Quels sont les people qui sont venus ici? Il y en a eu plein, à commencer par tous les présidents, y compris notre président actuel. Musharraf? Et le Premier ministre, tout le monde vient ici. Ah, ils dorment ici. Benazir aussi est venu. Oui, et le président Musharraf, quand il vient, il loge là, c'est sa chambre sur la droite. Ok. Certains résident ici pour une nuit. C'est un peu le bois de Boulogne, mais en mieux, quoi. On dirait la Suisse dopée aux stéroïdes. Sous stéroïdes, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé après le 11 septembre?
La plupart de nos hôtels sont sur le point de fermer. Pas seulement les hôtels d'ailleurs, les tours opérateurs, ils n'ont plus de travail. Donc on se demande vraiment quoi faire. Est-ce que je dois faire autre chose, changer de travail? Parce qu'il n'y a plus de touristes étrangers qui viennent ici. Mais les gens ne connaissent rien au Pakistan. Le Pakistan, est-ce que c'est l'Inde? Est-ce que c'est le Pakistan? Et qu'est-ce que c'est le Pakistan? Des mollahs ou des talibans? Ou du tourisme? Or, ce n'est pas le cas, c'est complètement faux. Il y a des problèmes dans certaines parties du Pakistan, mais pas dans tout le pays. Et question sécurité. Parce que quand les gens pensent qu'on va au Pakistan, comme ma mère par exemple, elle est là « Oh mon Dieu, mon fils !» Où va-t-il? Où va-t-il exactement? Non, il n'y a pas de problème. C'est un pays sûr, c'est seulement dans certaines zones au nord-ouest, dans les provinces qui jouxtent l'Afghanistan, qu'il y a des problèmes. Et on essaie de les résoudre en s'asseyant autour d'une table et en dialoguant. Mais les autres parties du pays sont sûres. Il n'y a jamais eu de crime, pas de meurtre, pas de vol, rien. Ça doit être frustrant d'avoir un endroit très sûr et que les gens pensent le contraire. Les gens pensent que c'est exactement le contraire, c'est très agaçant, vous avez raison. Vous avez jamais reçu des menaces des mollahs vous reprochant d'accueillir les Occidentaux? Jamais. Non, ils nous connaissent bien, ils sont très au courant. On reçoit la télévision satellite maintenant. Les mollahs la regardent. Et donc il y a une évolution? Tout à fait, il y a une évolution. C'est sûr. Et voilà ce qui faisait de la région un endroit unique au monde. Oh putain. Oh là. Au secours. Sortez-moi de là. Fait avec beaucoup de grâce. Bon, on est ici dans une pauvre colline de l'Himalaya pakistanais. Et j'arrive à peine à marcher. Excuse me, what's the altitude here? 4,800 meters. Putain, c'est 4800 mètres, c'est la taille du Mont Blanc. Et ici, on n'est même pas au début. Wow. What's the highest point you've ever been? 8,000 meters. T'as 8000 mètres, le double. En fait, mes deux amis ici sont des guides de haute montagne pakistanais. Mais en ce moment, ils passent plus de temps dans les vallées que dans les montagnes. Parce qu'il n'y a plus personne pour... Oh, putain. Il n'y a plus personne pour venir visiter. C'est dur. Et avant le 11 septembre, il y avait plus de travail, non? Oui, il y avait beaucoup de touristes. Mais ça doit être frustrant de s'entraîner pendant des années, gravir des montagnes et ne plus avoir de travail. Ça, c'est sûr. On reçoit un entraînement très spécifique et on prend beaucoup de cours pour devenir un bon guide de montagne. Et après le 11 septembre, le tourisme a chuté. Et résultat, aujourd'hui, nous sommes au chômage. Et on s'inquiète beaucoup pour notre avenir. C'est très bien. Oui, mais vous êtes un bon prof.
C'est superbe ici. C'est une très belle montagne. De la belle neige, une belle altitude. J'aimerais que plus de gens viennent ici. Pour visiter? Pour visiter, oui. Bon les amis, c'est la fin du périple au Pakistan. J'espère qu'il vous a plu. Moi j'arrive à peine à réfléchir et j'ai pas d'oxygène. En tout cas, on se verra quelque part d'autre sur la planète bientôt, j'espère. Mais now we have to go back down pour descendre. Ce que je ferais pas pour être à la télé. Tu peux le garder, c'est cadeau.